Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Confluent rencontre cette semaine Marie-Ève Bradette. Détentrice d'un doctorat en littérature comparée de l'Université de Montréal, Marie-Ève Bradette est professeure adjointe au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval et titulaire de la chaire de leadership en enseignement des littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire. Sa thèse de doctorat, pour laquelle elle a obtenu la médaille d'or académique de la gouverneure générale du Canada en 2021, s'intéressait aux littératures autochtones écrites en français et en anglais au Québec et au Canada. Cette thèse a fait l'objet d'une publication sous le titre « Langues en portage, résurgence littéraire et langagière dans les littératures autochtones féminines » aux presses de l'Université de Montréal en 2024. Au microphone de Catherine Egault, Marie-Ève Bradette évoque sa rencontre éblouie avec les littératures autochtones, notamment féminines. Elle aborde aussi l'articulation entre littérature, langue et identité et dresse un parallèle entre la littérature et les Tikinagan, les porte-bébés traditionnels autochtones, autour de la notion de portage. Marie-Ève Bradette, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de littérature autochtone à l'Université Laval. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux littératures autochtones? Je suis de cette génération de chercheuses à qui on n'a pas enseigné les littératures autochtones, ni au cégep, ni au secondaire, ni à l'université. Un bac en études littéraires, une maîtrise en littérature comparée et par la suite un doctorat en littérature comparée dans lequel je n'avais jamais eu de cours avant très tardivement en littérature autochtone. Moi, je me suis toujours intéressée en littérature à la question des langues, à la question de la dépossession des langues, à la question du génocide linguistique également. Et j'avais envie vraiment de travailler sur un sujet qui allait avoir un impact, qui allait avoir un impact sur moi, un impact social aussi. Donc, sortir des vieux corpus européens. Et un professeur me dit, pourquoi tu n'irais pas lire Natacha Canapé-Fontaine, lire Naomi Fontaine, donc des écrivaines Innu principalement au départ. Et j'ai commencé à lire ce corpus-là. Et rapidement, ça m'est apparu vraiment comme le corpus vers lequel j'allais me tourner dans mes études doctorales, un corpus qui me permettait de poser des questions qui me fascinaient déjà, donc sur la langue, le génocide des langues, la dépossession, la revitalisation aussi des langues par et dans l'écriture littéraire. Et rapidement, donc, je me suis plongée tête baissée dans ce champ de recherche-là que je connaissais pas du tout, mais qui était enthousiasmant puis qui permettait d'apprendre là, au quotidien plein de nouvelles choses et de remettre en question aussi plein de stéréotypes de lieux communs avec lesquels j'avais grandi, avec lesquels la plupart des Québécois, des Québécoises grandissent, de cette vision très passiste des populations autochtones. Donc là, la littérature donnait une autre forme, une autre manière de penser dans le contemporain des communautés autochtones avec des enjeux très actuels. Alors, j'ai eu envie de vraiment me lancer là-dedans au moment de la thèse, donc en 2015 en fait. 2015, c'est l'année où j'ai rencontré les littératures autochtones. C'était en pleine explosion. En plus, vous parlez de Natacha Canapé-Fontaine, Naomi Fontaine, c'était des femmes qui étaient déjà apparues sur l'écran radar. Puis il y en aurait bien d'autres après. Absolument, c'était en pleine expansion. En fait, avant 2008, 2009, il y avait plein de choses, puis on découvre de plus en plus de textes plus anciens, mais il n'y avait pas l'ébullition qu'on connaît aujourd'hui des littératures autochtones. Donc, je suis arrivée à ce moment-là de l'ébullition, principalement pour les femmes Innu, mais pas seulement. Et donc, je me suis lancée dans la lecture des œuvres produites en français d'abord, ou incluant des langues autochtones. Et j'ai par la suite aussi ouvert le corpus aux écrits autochtones anglophones, pour voir les liens, les parallèles, les ondes de contact, de frottement aussi entre ces différents corpus quand il était question d'interroger les enjeux linguistiques. Vous vous intéressez beaucoup aux langues et surtout aux langues qui sont un petit peu malmenées par l'histoire. Les autrices que vous citez, Natacha Canapé-Fontaine, Naomi Fontaine, puis bien d'autres, écrivent en français. Elles n'écrivent pas dans
je ne sais pas si on peut parler de langue maternelle, c'est plus vraiment leur langue maternelle. Elles n'écrivent pas dans une langue autochtone, parfois elles ne la maîtrisent pas. Comment ça s'articule ce lien-là entre littérature et langue? C'est-à-dire, est-ce qu'une littérature peut se penser en dehors de la langue dans laquelle elle s'écrit? C'est une excellente question, puis c'est une question à laquelle j'ai des réponses partielles et des réponses auxquelles j'ai tenté, beaucoup de questions auxquelles j'ai tenté de répondre justement dans cette thèse-là. J'avais fait ce choix-là de travailler sur des écrivaines, dans le cadre de ma thèse, seulement des femmes qui écrivaient principalement en français, en incluant parfois des mots en langue autochtone, mais pas des poèmes entiers, pas des textes entiers non plus dans les langues autochtones, et des écrivaines qui, justement, n'étaient pas des locutrices de leur langue maternelle ou de la langue autochtone de leur communauté, qui étaient parfois en processus de réapprentissage, mais qui ne maîtrisaient pas encore pleinement la langue, justement pour réfléchir à est-ce que la littérature permet quand même de traduire quelque chose, de passer quelque chose, des savoirs contenus dans les langues autochtones, mais dans la langue française ou dans la langue anglaise. Alors, c'était le postulat vraiment de départ de cette recherche-là, que de travailler sur des écrivaines qui ne parlaient plus cette langue, que j'appelle quand même maternelle. Je pense que c'est quand même la langue maternelle, c'est la langue de la nation, c'est la langue de la communauté, même si elle n'est plus parlée dès l'enfance. Et ça pose plusieurs enjeux, plusieurs problématiques du point de vue de la reconnaissance des littératures autochtones. Est-ce qu'une littérature qui s'écrit en français peut être dite autochtone? Bien oui, parce que justement, même dans la langue française, elle transporte, elle questionne, elle met en scène les épistémologies, les savoirs propres aux différentes cultures autochtones. Mais en même temps, il faut être très conscient lorsqu'on travaille sur ces corpus-là que l'écriture en langue française ou en langue anglaise n'est pas nécessairement un choix. C'est un constat, c'est une expérience de vie qui les a amenés à écrire dans cette langue-là. Donc, il y a aussi souvent une relation un peu violente, un peu conflictuelle à la langue française dans la littérature autochtone actuelle. Je dirais qu'il n'y a à peu près pas un texte qui ne parle pas explicitement de la relation à la langue dans la littérature des Premières Nations actuelles, des dernières 10-15 années. Là. On associe aussi beaucoup la langue à l'identité. On dit langue maternelle, il y a un rapport très intime. Surtout au Québec, la langue et l'identité, la langue française et l'identité québécoise sont très, très étroitement imbriquées. Mais dans le cas des auteurs ou des autrices autochtones qui écrivent dans une langue qui n'est pas la langue de leurs ancêtres, on va dire, ou peut-être jusqu'à leurs parents, comment ça s'articule, l'identité et la langue dans laquelle on s'exprime? Je pense immédiatement à une poète Innu, à Manon Nolin, une poète qui a publié un seul recueil de poésie, Ma poème le Nord, dans lequel il y a un vers où elle dit « J'écris Innu en français ». Ou je pense Innu en français. Donc, j'ai l'impression que cette relation-là, l'identité, elle est toujours liée à l'identité de la langue, à la langue. Aux langues autochtones en général, même en français, même en anglais, c'est toujours indissociable. Il y a toujours cette connexion, cette possibilité de renouer avec une langue qu'on ne parle plus par l'imagination littéraire, en la mettant en scène, en l'imaginant, en parlant, en produisant un métadiscours. Donc, cette langue-là ne s'efface jamais complètement. Le désir de cette langue-là ne s'efface jamais complètement. Donc, l'identité des littératures autochtones, elle est, selon moi, profondément plurilingue. D'autant plus au Québec. Je pense que c'est ce qui est la caractéristique, pour moi, principale des littératures autochtones au Québec, c'est son plurilinguisme, ses relations entre le français et les langues autochtones, et entre l'anglais et les langues autochtones aussi, parce qu'il y a des œuvres littéraires produites, écrites en anglais au Québec aussi, même si on les connaît un peu moins, c'est pas celles qu'on voit c'est pas ces auteuristes qu'on voit sur la place publique le plus, mais donc c'est ce mélange linguistique, cette interconnexion, interrelation des langues, elle est profondément caractéristique des littératures autochtones et donc fonde le rapport à l'identité des locuteuristes, des narrateuristes, des différents textes aussi. Là. Et pour vous, c'est central, plus que les thèmes, plus que les genres, plus que l'appartenance à une bande de l'auteur ou de l'autrice? Ouais, pour moi, oui, je pense que c'est central. C'est central d'un point de vue matériel, c'est-à-dire le choix d'une langue dans laquelle on écrit, le choix d'inclure ou non des mots, des phrases en Innu, en Wendat, le choix de Louis-Carl Picard-Sioui dans un recueil de poésie d'écrire des poèmes tout entiers en Wendat et de jamais les traduire, justement en disant aux lecteuristes, faites le travail. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, cherchez, apprenez ces langues du territoire sur lequel vous habitez aussi.
Donc, d'une part, matérielle, de cette langue comme matériau de création, mais la langue, elle est aussi un thème. Elle est constamment thématisée dans les littératures autochtones, et pas seulement actuelles, depuis très longtemps, en fait. Elle est un thème, elle est un sujet là, primordial qui est abordé de front dans beaucoup de textes. Et sous quel angle? Est-ce qu'il y a une langueur de cette langue quand elle est perdue, par exemple? Parfois, un désir de cette langue, un désir de reconnexion avec la langue qui permettra une reconnexion avec la culture, l'identité, les savoirs, les récits par le biais de cette langue. En même temps aussi, un conflit vis-à-vis de la langue française, une certaine colère associée à la perte des langues autochtones aussi parfois, qui se présente dans les textes. Mais je dirais que la plupart ne vont pas nécessairement dans la nostalgie, mais plutôt dans une volonté par l'écriture de remettre les langues en présence. Même si c'est juste un mot, même si c'est juste une phrase, il y a un grand pouvoir de revitalisation qui est associé à ça pour les écrivaines, justement, dont ce n'est plus la langue première. Après, il y a aussi des auteurs, des autrices qui choisissent d'écrire dans les deux langues, dans la langue autochtone et dans la langue coloniale. Mais dans tous les cas, il y a une réflexion qui est accompagnée de ça. Oui, parce qu'une exception à ce dont on parlait précédemment, c'est Joséphine Bacon qui écrit en français et en Inuaimun, puis elle est très fière de bien maîtriser le français. Elle habite le français aussi. Absolument. Mais je pense qu'il y a ça aussi, puis c'est là tout l'enjeu du contact et du conflit, c'est-à-dire une volonté d'écrire en français aussi pour s'adresser à un public, un lectorat le plus large possible. Si on écrit en Inuaimun, si on écrit en Wendat, c'est sûr qu'au niveau du lectorat, c'est beaucoup plus restreint. Mais effectivement, Joséphine Bacon, actuellement, est une de ces exceptions, de celles qui écrit vraiment dans les deux langues, en Inuaimun et en français, qui s'auto-traduit, s'auto-adapte d'une langue à l'autre. C'est le cas de Rita Mestokosho aussi, qui est aussi une écrivaine Innu, qui écrit en Innu et en français également. Et même chez Naomi Fontaine, quand même, le français est un outil de transmission qu'elle choisit, qu'elle embrasse, même si elle est très consciente du colonialisme associé à cette langue-là et qu'elle en parle dans ses textes, elle en parle en particulier dans Chuni. Mais le français est pas toujours... la langue de dépit. Il y a aussi parfois une volonté d'écrire dans cette langue-là, justement pour dénoncer, pour partager, pour transmettre. Pourquoi y a-t-il tant de femmes autochtones qui écrivent? Elles sont plus nombreuses que les hommes. Je pense qu'elles sont effectivement plus nombreuses actuellement. Après, j'ai pas fait l'exercice statistique de vraiment compter, savoir est-ce qu'on sont vraiment plus nombreuses ou seulement plus visibles que les hommes. Une hypothèse que donne Virginia Pezemapeo-Bordolo, qui est une écrivaine de la nation Iyu, dans une chronique, elle disait que les femmes autochtones actuellement qui écrivent poursuivent la longue tradition dans plusieurs communautés autochtones de transmission des connaissances par les femmes, comme si le rôle d'écrivaine s'était adapté dans le sillage de la tradition orale et que le rôle des femmes de gardiennes des connaissances, de celles qui partagent les récits, qui racontent, s'était transposé dans la pratique contemporaine de l'écriture. Donc, il y aurait peut-être naturellement ça qui se serait installé dans le milieu littéraire et qui expliquerait en partie le rôle ou la place importante des femmes aujourd'hui. Et aussi, je parle d'un point de vue de la chercheuse ici, les études universitaires portent principalement sur les femmes depuis de nombreuses années. On est beaucoup de chercheuses. Il y a très peu de chercheurs en études littéraires autochtones. Il y a beaucoup de chercheuses qui s'intéressent aux femmes. Ce qui explique qu'il y a beaucoup plus d'études sur la littérature Innu, sur la littérature Wendat, où il y a beaucoup plus d'hommes qui écrivent chez les Wendat, qu'il y a des femmes aussi, bien sûr, mais il y a des hommes qui écrivent et le poète le plus prolifique, celui qui a publié le plus de recueils de poésie au Québec, c'est Jean Sioui, c'est un homme Wendat. Vous avez parlé beaucoup de savoir et de connaissances. Est-ce que la littérature ne transmet que ça? Non, je pense qu'elle transmet des savoirs. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteuristes qui souhaitent transmettre des connaissances associées à leur culture. Mais je pense que la littérature est aussi un lieu d'affirmation culturelle, identitaire, un lieu de développement, de réflexion, de critique, de dénonciation de plusieurs sujets.
elles sont sans doute minoritaires, mais il y a des autrices ou des auteurs qui choisissent de ne pas mettre à l'avant-plan les thématiques autochtones dans leurs textes. On pense à J.D. Curtness, par exemple. C'est pas au cœur de sa narration, de ses textes, de ses récits. Non, elle dit, pour moi, être autochtone, ce n'est pas un objet littéraire. Exactement. Je l'ai aussi entendu dire, mais je fais de la littérature Innu de fait parce que je suis Innu. Les deux choses sont vraies. Mais c'est ça. C'est ce qui montre un peu la diversité. Ouais. Puis je pense que de plus en plus, le champ littéraire autochtone s'ouvre à différentes possibilités. Plusieurs artistes ont envie de travailler sur différents sujets qui ne sont pas nécessairement explicitement autochtones d'un point de vue référentiel, tout en l'étant parce que ça part de leur expérience à quelque part. Hein. Être autochtone, c'est pas juste associé à des visions un peu convenues de l'identité, de la culture non plus. Là. Ça s'inscrit dans le contemporain et c'est aussi être sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans les technologies, etc. Qu'est-ce qu'il en est de la littérature qui n'est pas la fiction, qui n'est pas le roman, qui n'est pas la poésie, qui est les essais ou les harangues, comme disait Daniel Sioui? Est-ce que ça, on en voit de plus en plus? Je pense qu'il y en a toujours eu, en fait. Je pense qu'il y en a toujours eu. Si on parle de l'écriture et pas de la littérature orale, si on pense juste à l'écriture littéraire, si on pense aux correspondances, si on pense aux pétitions politiques qui ont mené jusqu'aux pamphlets, les pamphlets de Jules Sioui dans les années 1940, par la suite les revues dans les années 70, jusqu'aux écrits autobiographiques, essayistiques d'Anantane Capèche dans les années 70 aussi. Donc, il y a toujours eu ces prises de parole autobiographiques, essayistique, politique, très engagée par l'écrit chez les Autochtones. L'écrit est rapidement devenu un moyen de défendre la culture et de défendre les droits. Rapidement, ils ont dû s'adapter et utiliser l'écriture comme lieu de revendication auprès des instances politiques. Et ça a gardé ses traces dans même les écrits actuels. Et c'est au cœur de plusieurs textes contemporains, de Chuni Naomi Fontaine, qui est une fiction, mais qui est aussi un essai, qui adopte un peu cette prose-là. Et là, bien sûr, les harangues avec la nouvelle collection chez Anne Norak, qui embrasse cet imaginaire-là de l'écrit politique, qui rappelle l'oralité, qui rappelle les pamphlets, qui rappelle les pétitions aussi politiques. Donc, je pense que ça a toujours été au cœur des littératures autochtones et que la fiction arrive plus tard, en fait, dans l'histoire littéraire. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent, les littératures autochtones, en plus des thèmes qui sont abordés, qui sont propres aux réalités autochtones? Je pense qu'elle nous en apprend beaucoup sur nous, même en tant qu'allochtones. Elle nous en apprend sur notre histoire. Personnellement, la littérature autochtone m'a appris que le français était une langue coloniale. Je savais pas ça. Je savais pas ça avant qu'un auteur ou une autrice me le dise. Que le français est effectivement, au Québec, une langue coloniale. Une langue qui a été colonisée, oui. Une langue qui doit encore se défendre, bien sûr, mais une langue coloniale néanmoins. Donc, je pense que les littératures autochtones nous apprennent ça. Nous apprennent à remplir les trous laissés béants par l'écriture hégémonique de l'histoire, à apprendre sur l'histoire de manière plus large. Elles nous apprennent à écouter. Elles nous apprennent l'humilité de notre propre posture, et même en tant que chercheuse, qu'est-ce qu'on est capable de dire des textes, parce qu'on n'a pas tous les référents culturels, on n'a pas grandi dans les cultures. Donc, elles nous apprennent beaucoup d'humilité, une posture d'écoute, à nous remettre en question, à nous questionner. Elles nous ébranlent. Je pense que tout ça mène à une remise en question, j'ose espérer peut-être à une décolonisation de la pensée, éventuellement des institutions. Mais là, c'est un grand travail, mais ne serait-ce qu'à une certaine décolonisation individuelle de la pensée de l'histoire, des récits qui nous ont été racontés. Donc, je pense que les littératures autochtones ont ce pouvoir-là. Est-ce qu'elles vous obligent, vous, en tant que chercheuse, à repenser vos outils, les outils que vous avez acquis au fil de vos études et que vous appliquez pour analyser les littératures anglophone ou francophone, par exemple. Est-ce qu'il vous arrive de dire les outils que j'ai accumulés, que je maîtrise, on dirait qu'ils ne m'aident pas à comprendre, à appréhender cette littérature-là? Oui, absolument. Il faut revoir, il faut laisser tomber beaucoup d'outils, les grilles d'analyse avec lesquelles on est formé en littérature, en études littéraires, ne fonctionnent pas toujours pour analyser les littératures autochtones, pour comprendre la forme de ces littératures-là, les genres littéraires, pour comprendre les sujets qui sont, la manière dont les figures de style fonctionnent. L'exemple
fréquent qu'on sort, puis je suis pas la seule à en parler. Par exemple, quand on essaie d'analyser des poèmes et de voir comment les figures de style travaillent, on voit dans la poésie de Joséphine Bacon qui parle de ses sœurs, les 80. On pense à la figure de la personnification en poésie, mais là, ça donne des caractéristiques humaines au territoire. Mais c'est pas ça qui se passe dans la poésie de Joséphine Bacon. Il y a une vraie relation interpersonnelle entre le territoire et les êtres humains, une relation de parenté, mais qui n'est pas une distribution des caractéristiques de l'humain vers le territoire, mais une relation qui se passe autrement. Mais la langue française ne permet pas de la dire pleinement, cette relation-là. Une relation entre êtres vivants. Entre êtres vivants, exactement, qu'ils soient humains ou autres qu'humains. Donc, les outils stylistiques qui sont les nôtres ne fonctionnent pas tout à fait pour être capables de bien expliquer cette relation-là. Il faut repenser à ce que ça veut dire faire de l'histoire littéraire, parce que l'histoire littéraire, c'est très chronologique. On choisit des textes qui vont passer dans l'histoire pour devenir des canons qui vont être enseignés. Donc, il y a un grand pouvoir. C'est très colonialiste, finalement, de faire ça aussi. Qu'est-ce qui est retenu? Qu'est-ce qui n'est pas retenu? Est-ce qu'on inclut la littérature orale ou pas? Qu'est-ce qui est de la littérature? Qu'est-ce qui n'en est pas? Est-ce qu'il faut adopter d'autres critères pour identifier les textes comme étant littéraires ou pas en fonction de ce qui est considéré comme littérature chez les peuples autochtones, mais en même temps, le terme même de littérature est un peu non-sens. On parle de récit, d'histoire, bien sûr, mais ce terme-là de littérature, dans son sens institué, là, fait pas toujours du sens. Donc, il faut revoir nos manières de faire. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait beaucoup, c'est utiliser les outils développés par les théoriciens autochtones anglophones pour les adapter à l'étude des corpus autochtones francophones. Mais de plus en plus, on essaie de développer des outils même plus spécifiques à l'étude des littératures autochtones produites au Québec ou en langue française, par exemple. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours. La construction de ces outils-là, c'est en ce moment, là. C'est en ce moment. Ça se fait beaucoup. Réécrire cette histoire-là des littératures autochtones, se défaire de cette conception qui commence dans les années 70, parce que c'est pas vrai. Jules Sioui écrivait, publiait des pamphlets dans les années 1940. Et il écrivait beaucoup, hein? Il écrivait beaucoup. J'ai trouvé un texte de 1824 de Louis Jackson, un auteur Ganyan-Gehaga, originaire de la communauté de Ganawagé, tout près de Montréal, qui raconte une expédition. C'est un récit de voyage. C'est publié en anglais dans une maison d'édition montréalaise à l'époque, qui raconte un récit de voyage, un convoi d'hommes Ganyan-Gehaga qui sont envoyés dans un contexte très colonial en Égypte pour aider les locaux là-bas, parce que le Nil s'est asséché. Ils n'ont pas les compétences pour faire du portage de canaux puis traverser le Nil asséché. Donc, ils amènent les hommes Mohawks là-bas pour leur apprendre à traverser le Nil asséché. C'est une vraie histoire? C'est une vraie histoire. Et c'est raconté sous la forme du récit de voyage. C'est publié en 1824. Ça fait partie des littératures autochtones dans le contexte du Québec. C'est publié à Montréal. Un auteur Ganyan-Gehaga de Ganawagé. Un texte que personne ne connaît. Vous parlez de portage en Égypte. Alors, évidemment, la transition est aisée avec votre thèse de doctorat qui est devenue un livre aux presses de l'Université de Montréal en mars 2024 et qui s'appelle « Langue ». Entre parenthèses, S en portage, résurgence littéraire et langagière des écritures autochtones féminines. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce mystère des langues en portage. Le titre est magnifique. Ce titre-là, c'est la seule chose qui n'a jamais changé. Dès le début, le titre m'est venu rapidement, puis il est devenu le fil conducteur de ce qu'allait devenir la thèse de doctorat et éventuellement le livre aussi. Et tout le monde pense que c'est le portage, justement, du canot, mais en fait, l'image du portage qui m'est venue, c'était en lisant Joséphine Bacon beaucoup, dans Bâton à message, en regardant des films. C'était le portage de l'enfant dans le Takanugan. Takanugan, qui est le mot en Innu-Aimun pour parler du porte-bébé traditionnel. Donc, l'enfant était mis debout dans le porte-bébé. Une sorte de sac à dos, finalement. Une sorte de sac à dos. Au dos, c'est une planche de bois attachée avec des tissus ou d'autres matériaux là, du territoire avant aussi. Et mis au dos et il regarde derrière. Donc, l'enfant regarde le territoire. Il est debout sur le territoire et il est transporté souvent par les femmes, par la mère qui porte l'enfant à travers le nomadisme et donc qui transmet une connaissance du territoire dès le départ parce que l'enfant est debout dans le Takanugan, il est en portage, il a accès à plein de connaissances. Et pour moi, la littérature met en portage les langues autochtones. Donc, les langues sont en portage dans les textes littéraires
comme l'enfant dans le Takanugan. Même si le livre est écrit en français ou en anglais, dans une langue coloniale. Exactement. Donc, les langues sont toujours mises en portage et par cette entremise-là, elles sont protégées, elles sont ramenées au présent, elles sont transmises au lectorat et donc elles sont vraiment partagées par l'écriture. Et elles le sont de différentes manières. Même dans les textes qui ne matérialisent pas dans le grain du texte les langues, on parle des langues. On va parler, on va thématiser, on va produire du discours sur les langues autochtones. Donc, les langues sont mises en portage de cette manière-là. On rappelle leur importance, même si elles ne sont pas là matériellement. On parle de la dépossession, on parle de la revitalisation, donc on en parle des langues autochtones. Et cette idée de langue en portage permettait de montrer comment c'était la littérature qui porte, qui transporte, qui met en portage les langues autochtones. Est-ce que vous rêvez du jour où les auteurs, les autrices autochtones feront comme Louis-Carl Picard? Si oui, j'écris dans ma langue et puis débrouillez-vous. Moi, j'adore cette posture-là. Même si il y a quelque chose de frustrant, on va pas se le cacher, on peut pas lire. Puis les outils en ce moment pour décoder sont pas faciles. Hein. C'est des langues polysynthétiques, donc si on connaît pas le fonctionnement des langues, on peut pas chercher les mots dans un dictionnaire. Même avec un bon dictionnaire, oui, ça fonctionne pas. On réussit à trouver quelques petites choses identifiées, mais non, mais en même temps, comme geste, c'est fort. C'est un geste de souveraineté linguistique et de souveraineté rhétorique exceptionnelle que d'écrire dans la langue et de dire aux personnes allochtones, ben non, c'est à votre tour de faire le travail. De nous mettre dans la position d'étrangeté dans laquelle on peut être face à une langue coloniale, justement. Oui, dans cette position d'étrangeté dans laquelle ont été les peuples autochtones. Oui, bien sûr. On pense aux enfants qui arrivaient dans les pensionnats et qui n'avaient plus le droit de parler la langue et qu'on ne le parlait en anglais ou en français et qui ne comprenaient rien. Donc, je rêve, de ce moment-là où les auteuristes écriront plus dans leur langue, qui nous forceront encore plus à vouloir apprendre les langues autochtones. Moi, je pense que partout, au Québec, mais au Canada, tout le monde devrait apprendre la langue autochtone du territoire sur lequel il se trouve. Apprendre les langues du territoire sur lequel on vit. Ça nous fournit une nouvelle connaissance de ce territoire-là. Oui, certainement. Thomson Highway disait que les langues, c'était des fenêtres ouvertes sur le monde, que parler une seule langue, c'est comme vivre dans une maison avec une seule fenêtre. C'est un peu triste. Oui, c'est triste. Mais heureusement, on a plusieurs fenêtres dans nos maisons. Exactement. Oui. Merci, Marie-Ève Bradette. Ça me fait vraiment plaisir. Un grand merci à Marie-Ève Bradette de nous avoir parlé avec émotion et enthousiasme des littératures autochtones et de leur apport singulier à notre compréhension du monde. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.